Je suis sur les traces de la reine de Saba. Plus le jour croît, plus son ombre s'efface, et ses traces sur le sable, jadis fières, disparaissent. L'immobilité des jours peuple mes songes comme rivière d'ennui. J'attends. J'attends le signe. Son signe. Pour venir m'accroître en sa présence, dans son sillage odoriférant de perles et de poudre d'Orient. Son rire de gorge, de cascade. Ses gestes fiers et simples, son pas de biche, inimitable. Ses cheveux lourds, épais, qui lui descendent jusqu'aux reins. Ces peignes fins que je suis chargée chaque matin de défaire après la nuit embaumée sur sa couche d'or de reine. Je suis sa suivante, sa confidente, son amie. Le témoin de ses levées et couchées, sa toilette, ses toilettes, j'en suis la surveillante en chef. Je veille au grain, que personne ne l'approche de trop près, ne la touche. Car la toucher, dit-on, porte chance et bonheur pour toute une vie. Plus précisément aux femmes qui toutes voudraient lui ressembler, fières sous une haute stature de reine, inimitable. L'intelligence, la beauté faite femme. Une royauté altière et douce, rieuse, avec de soudains rembrunissements de son intériorité inquiète et songeuse. Elle calcule, combine. Les ennemis de son peuple sont à ses portes, laissant la ville royaume intranquille dans son écrin de sable. La femme la plus convoitée et la plus désirée du désert, c'est elle. Une perle de rosée déposée en plein sable. Fleur du désert, perle d'Orient, sagesse vénérable et incomparable. Elle attend son heure pour imposer le respect à ses voisins. Calcule, combine. Comment rendre des hauts faits de gloire de façon à impressionner et faire taire les bandes de pillards qui essaiment la région, détrousse les caravanes, vole, saccage, viole les tribus nomades qui forment le peuple du Saba. Les douins au rythme des convois du désert, population marchande aux échanges lointains qui transitent sur son sol, éleveurs de chèvres et nomades, protecteurs des sols arides, qui connaissent les secrets de l'eau souterraine, des oasis, qui détiennent les pouvoirs mystérieux de la pluie et de la floraison des cactus. Ils ont leurs propres rites, leurs dieux agraires, leurs danses, chants et musique. Une vraie dynastie parallèle à respecter pour maintenir l'ordre interne royaume.
poursuivis par une horde furieuse d'hommes en colère autour des remparts de la ville. Ils en veulent à ma robe, me la déchirer, toucher ce corps qui appartient à la reine, à leur royauté, le souiller, le violer pour me rendre impure, et à travers moi avilir, dans leur esprit malade, la reine elle-même et sa maison. Porter la corruption, le désordre, me contaminer par leur haine et leur violence contre la femme. Aussi cela. Pour beaucoup d'hommes extérieurs à la ville, la reine est inconcevable. Une femme licencieuse qui ne saurait diriger un peuple sans homme, sans appui masculin, alors qu'elle a reçu la couronne des mains même de son père, qui de droit héréditaire depuis des dynasties descend directement du dieu solaire, phare de ce monde. Je me débat, je cours, abîmant mes genoux, mes mains, mes pieds sur les pierres dures du chemin, pour sauver ma dignité et la noblesse de ma fonction, que ce corps reste intact, embaumé de la pureté royale en vertu de mon rôle de première dame de la suite de la souveraine. Je voudrais vous ouvrir mon cœur aujourd'hui, qui, comme celui de toute femme, abattue d'amour pour un homme. Cet homme fut pour moi un poignard dans le cœur. Chaude fut la nuit où nous nous retrouvâmes en cercle, au centre de la salle de conseil du roi Salomon. La pièce était plongée dans la pénombre. Seuls quelques flambeaux au coin de la salle carrée étaient allumés. On n'entendait que les voix, de longues palabres diplomatiques entre ceux de Salomon et les nôtres. Deux conseils d'hommes assis face à face dans l'obscurité du soir, bientôt dans la nuit, pour profiter de la relative tiédeur de la fin de journée en ces temps d'été brûlant. Accroupi, le coude gauche appuyé sur son genou replié et écoutait, très concentré, cette suite de nombres, de mille, et l'étalage de marchandises que nous lui énoncions. Parfois, un sourcil se levait, dénotant une marque de surprise,
sur quelque usage ou produit de nos provinces. Salomon jouait de sa main droite avec un jeu de dés, comme si le mouvement de ses pensées se donnait à lire dans ce jeté d'osselets roulant sur le tapis d'apparat, sur lequel lui-même et ses conseillers étaient assis. Au bout d'un temps qui me parut interminable, Salomon convoqua la fin de la séance dans un grand claquement de mains, et aussitôt des serviteurs apparurent comme par enchantement pour apporter rafraîchissement et plateaux de fruits. Un déjeuner en tête-à-tête entre Saba et Salomon devait avoir lieu le soir même. Je préparais la chambre à coucher, les vêtements, les nécessaires de toilette et de soins pour la reine. Je disposais la mienne également. Saba me fit sortir une robe sombre, d'un noir bleuté, assortie à la nuit. Elle se couvrit de ses diamants aux oreilles, au cou, aux poignets et aux chevilles. Elle rajouta quelques grands colliers de perles et d'or sur sa robe très simple, près du corps, dessinant bien les formes parfaites de la reine, mais sans ostentation. Elle échaussa une paire de sandales plates et accrocha un voile qui ruisselait à l'arrière de ses cheveux mi-relevés, plus en guise d'ornement que pour se cacher le visage. Elle était très belle, très étrange, comme une espionne. Non pas de cette beauté rayonnante et majestueuse comme il sied devant le peuple assemblé, mais plutôt comme une courtisane. Mystérieuse, oui. Un trait de bleu sombre sur les yeux acheva ce tableau. De mon côté, je revêtis une robe de tulle légère, rose et blanche, très fraîche, et un voile blanc. Je suivis Saba qui me demanda de la mettre en place pour le repas, c'est-à-dire d'arranger la robe à ses pieds, disposer les coussins et les rince-doigts, et d'orienter les chandelles afin que l'éclairage ne l'éblouisse pas, mais lui permette de bien voir l'expression du roi. Lui-même arriva accompagné d'une troupe de serviteurs qui préparèrent la table de repas, déposèrent les mets déjà prêts sur d'immenses plateaux, puis assirent leur roi face à la reine, lui aussi entouré de coussins. Je pris place derrière un paravent en pierre ajourée sur un banc face à un bassin à jet d'eau. Les voix de Saba et de Salomon me parvenaient de loin. Comme j'avais appris l'hébreu et qu'apparemment ils avaient décidé de s'exprimer dans cette langue, je compris un peu de quoi ils retournaient. Salomon commença par féliciter longuement Saba, mais le ton semblait sincère, pour la bonne tenue de son royaume, son intelligence avisée, la finesse de ses raisonnements politiques et de sa grande sagesse au vu de son âge. Il raconta que tant de qualités ajoutées à une beauté si exceptionnelle l'avaient impressionné. Il complimenta très courtoisement ma reine sur sa beauté, et sa voix prit des accents lyriques, avec une nuance de tristesse désespérée, comme un homme plus âgé face à la jeunesse dans sa splendeur, alors que lui-même sait l'avoir quittée. Puis, il partit d'un grand éclat de rire, rompant aussi soudainement qu'il l'avait commencé, cette tirade passionnée. Saba lui sourit très ouvertement, contrairement à ce que son apparence vestimentaire un peu mystérieuse laissait présager. Elle remercia le grand roi de lui donner la possibilité de s'instruire et de voir tous les progrès qu'elle avait à réaliser chez elle, afin de rivaliser avec la modernité de ce pays béni des dieux.
Elle rendit grâce au roi de sa générosité envers elle et les siens et de son accueil magnifique. Elle semblait réellement ravie, joyeuse comme une petite fille qui remercie un vieil oncle des jouets qu'il lui a offerts. Le regard de Salomon se fit caressant, avec une pointe d'enjouement moqueur et d'ironie, attendri par la beauté en mouvement du visage de Saba, qu'il n'avait vu que dans ses expressions officielles. Ici, la femme apparaissait, et je ne sais pas jusqu'où la reine feignait l'innocence, ou était consciente du charme que sa beauté et sa jeunesse opéraient chez cet étranger. Je pense pour ma part que la grande lisibilité des marques d'intérêt que lui manifestait le roi l'avait d'abord surprise et incommodée, ensuite que l'honneur de se sentir désiré et considéré par ce grand souverain l'avait quelque peu grisé. De plus, Salomon était véritablement un homme et un roi hors du commun. Dès qu'il entrait dans une salle, l'espace et tous ses occupants s'en trouvaient modifiés. Les gens se fixaient sur lui dans la soumission et l'adoration, non pas contrainte, mais dans une réelle admiration pour son charisme et sa grandeur. Il dégageait une aura de puissance virile et tranquille, débonnaire, en même temps qu'il pouvait être pris par de soudaines volte-face de son humeur, assez fascinante pour les gens du désert, économes de nos gestes et discrets que nous sommes. Les voix de Saba et Salomon se faisaient plus chantantes et sourdes. Leurs propos ne me parvenaient plus, mais je sentais que la magie opérait entre ces deux grands souverains. Très sûre d'elle, mise en confiance par le regard, l'attitude et les paroles de Salomon, Saba semblait grandir dans l'espace, rayonner comme une étoile dans la nuit. Son rire fuselé perçait l'obscurité de temps à autre. Au bout d'un moment, Salomon prit la main de Saba au vol comme un oiseau et la porta à sa bouche, doucement, longuement, tout en regardant la reine de ses yeux dorés. Je vis qu'elle tressaillait de tout son être, en était surprise et s'y abandonnait avec volupté, tout en gardant extérieurement un maintien gracieux. Mais je connaissais bien ma reine. Le moindre de ses frémissements m'était familier et je devinais, en femme, ce qui se passait en elle. Pour la première fois sans doute, elle rendait les armes et se trouvait subjuguée par un homme. Lui semblait avoir abdiqué toute idée de royauté et de rang à tenir. Il se montrait dans la crudité de son désir, un homme face à une femme. Cela dut faire chanceler Saba qui n'avait pas l'habitude d'être ainsi considérée en dépit de son titre, ou alors c'était à son invitation qu'elle autorisait un peu de familiarité. Mais jamais aucun homme, à ma connaissance, ne s'était permis un abord aussi direct. Saba restait muette, le visage baissé, une main entre celles de Salomon, qui lui murmurait des mots que je n'entendais pas, mais qui pesaient un poids de vérité dans l'espace, malgré l'atmosphère galante. Saba leva son visage après un temps assez long, le planta face à celui de Salomon. Je vis qu'il était inondé de larmes. Elle demeura ainsi offerte dans son trouble face au roi, qui ne sourit pas, mais sembla absorber dans son cœur la grâce de recevoir un aveu si beau du bouleversement d'une femme. J'entendis distinctement « Merci ». Je ne sais si Saba avait murmuré quelques mots ou si cela s'adressait aux larmes et à l'abandon muet de la reine.
Ils restèrent encore quelque temps silencieux, graves, le visage dirigé sur les victuailles étalées entre eux, chacun ayant repris sa place et retiré ses mains. Puis ils se regardèrent et partirent d'un immense éclat de rire commun qui dura assez longtemps. Moi-même, j'eus du mal à contenir une gaieté communicative. Enfin, Saba prit congé, s'agenouillant la tête au sol, en un baiser au pied de Salomon. Lui en fit de même. Puis chacun regagna ses appartements avec lenteur, et une certaine ivresse dansait autour de la reine lorsqu'elle passa devant moi. Afin de ne pas la troubler, je la suivis de loin, discrètement. Je la dégrafai sans un mot. Son visage pâmé d'amour laissait flotter un sourire. Elle riait de temps à autre d'un rire frais et léger, comme si elle avait été seule, ou un peu grise. Je soufflai la bougie et attendis que la reine s'endorme. Je ne tardai pas à faire de même, épuisée après cette longue journée. Une nuit, comme je retournais dans le couloir menant à la chambre de Saba, je croisai Salomon qui en sortait. J'en déduisis que la reine le voyait en secret. Ils avaient donc une liaison.
Je ne savais s'il fallait que j'entre dans la chambre de la souveraine comme si de rien n'était, ou si je devais feindre quelque retard par discrétion. Je décidai d'arriver dans le temps normal suite à son appel. Je découvris la reine en grand désordre, sa couche défaite, les draps manifestement froissés par une étreinte ou un sommeil fort agité. Sa bas, les cheveux dénoués et dans une tenue de nuit jetée sur les épaules, semblait troublée, en proie à un grand soulèvement de tous les sens, elle d'ordinaire si maîtresse d'elle-même. « Ma chère amie, me dit-elle, en me prenant convulsivement la main, je ne sais si ce qui m'arrive porte le doux nom d'amour ou si je m'égare. Tu m'as parlé de ta flamme pour ce Thaïs. J'ai reconnu sur ton visage le reflet de la passion qui anime vos deux cœurs. Que sais-tu de l'amour? Comment as-tu vécu l'embrasement de ton être pour un homme qui t'était interdit? Ne crains rien, parle en toute confiance. Considère-moi comme une amie, une sœur, et non comme ta reine. Je t'en supplie, je suis seule et loin de toute complicité féminine. Mes aïeuls, auprès desquels j'aurais osé soulager mon cœur, sont loin. Je n'ai que toi à qui me fier et m'ouvrir de ce trouble si inhabituel qui me fait craindre pour ma santé mentale. Je suis folle, chère Amaya, folle d'amour, de passion pour cet homme qui est le roi d'un harem innombrable et le souverain éclairé d'un peuple étranger qui me fait me sentir comme une pauvresse ici. Dis, parle, comment as-tu vécu l'amour? As-tu rencontré Thaïs de nuit? Et sais-tu si ce que j'éprouve est normal? J'étais très étonnée et touchée en même temps de découvrir une Saba si exaltée et perdue, soulevée par les sens en dehors de sa réserve habituelle et de sa grandeur de reine. Je m'inclinai vers elle et lui dis très doucement que j'appréciais à sa juste mesure l'honneur qu'elle me faisait en me témoignant sa confiance. Je lui répondis que oui, j'avais rencontré Thaïs secrètement et que l'union de nos deux corps m'avait moi aussi troublée et transportée, mais que j'avais éprouvé immédiatement le sentiment d'être reconnue et aimée au plus profond de mon être par mon amant, ce qui avait scellé un pacte entre nous dès les premiers instants. Je ne savais si ce qui se passait en sa majesté était de cet ordre, mais ce que je pouvais percevoir, Salomon avait éveillé une vive passion dans la femme admirable qu'était ma reine. Oui, comme il est bon de t'entendre parler ainsi, avec des mots qui résonnent en moi et me font me sentir moins seule. Oui, c'est cela que je ressens également, Amaya. Un soulèvement de tout mon être femme vers cet homme viril, puissant et fort que je ne me rassasie pas d'appeler mon amant. En dépit de sa puissance, de ses sujets et de ses nombreuses épouses, il me semble que nos deux âmes se sont reconnues et qu'il est l'unique pour moi et que je suis son unique aimé. Je le crois quand il me nomme ainsi, en dépit de la raison qui m'insinue le contraire. Il s'agit d'une autre langue, d'un souffle qui se tisse entre nous, que je sais devoir être mien depuis que je suis née, et je le rencontre. N'est-ce pas merveilleux, terrible et merveilleux à la fois? Cela m'enflamme et me fait peur tout en même temps. Quand je pense à qui nous sommes, lui et moi, les questions me submergent. Comment avons-nous le droit de nous aimer? Comment pouvons-nous nous aimer? En avons-nous le droit? Nous unir n'est pas seulement l'union de deux humains, de deux cœurs, mais également celle de deux peuples. Or, c'est cela qui m'affole, ma chère Amaya. Qu'en dis-tu? Je lui répondis un peu tristement que cela devait donc être parfait, puisque c'est par ce genre d'alliance qu'elle souhaitait rapprocher les deux pays. Oui, chère Amaya, je comprends ton sentiment, mais nos deux gouvernements ne peuvent se fondre en un. Je dois rester souveraine à la tête de mon peuple, comme Salomon doit rester maître chez lui.
Nous ne pouvons pas fusionner nos deux pays, nos deux âmes, nos deux corps, oui, mais pas nos deux peuples. Ah, cher ami, comme le destin est cruel et nous lie loin de ceux qu'on aime. Être reine est, crois-moi, le fardeau le pire pour une femme. Je suis la moins libre d'entre les moins libres. Je vois Salomon depuis 5 nuits. Et mon âme est scellée avec la sienne pour toujours, je le sais. Je sais aussi que jamais nous ne vivrons ensemble et que jamais plus je ne rencontrerai un homme d'une telle hauteur d'âme et d'une telle finesse de perception. Que dois-je faire, Amaya? La mission diplomatique et les accords commerciaux sont bientôt terminés. L'entente entre nos deux peuples a été le reflet de celle de leur souverain, excellente et sans accroc, si bien que je devrais repartir dans 1 semaine, au plus tard. Le royaume de Sana m'attend. On a hâte de recevoir les bonnes nouvelles, et il est temps que je reprenne les affaires de mon royaume laissé en plan depuis mon départ. L'accroissement de la valeur et de la fortune de notre pays sera incommensurable grâce aux accords que nous avons passés dans ces quelques jours. C'est inouï et merveilleux. Cette rencontre est bénie des dieux, vraiment, oui, sous le signe d'une étoile exceptionnelle. J'ai envie de vivre ma vie de femme, comprends-tu? C'est la seule chose qui importe au fond en ce moment. Ce soulèvement en moi de l'être féminin endormi si longtemps, qui peut s'épancher et vivre en toute délice entre les bras et sous le souffle de mon divin amant. Et Salomon, osais-je lui demander, qu'en est-il de lui, vous en parle-t-il? Oui, ma chère, je vois dans ses yeux et je sens dans ses membres l'amour le plus authentique, le plus fou et le plus grave qui soit. Il a rencontré son alter ego féminin, me dit-il. Seule une reine et une femme de ma finesse pouvaient le combler et le bouleverser comme je le fais. Son âme, son cœur, son corps sont embrasés, ma chérie. Nous nous brûlons. Ces nuits doivent nous consumer pour toute une vie. Nous le savons l'un et l'autre. Rien de mieux ne pourra nous advenir à lui comme à moi. C'est une évidence pour tous deux. C'est une grâce et un poison doux à la fois qui se distille de nos lèvres à notre sang. Je meurs en même temps que je vis les plus belles nuits de ma vie. Oh ma chérie, que je suis amère, folle et amère. Je pleure et je ris de bonheur désespéré. À cet instant, la reine se jeta contre moi, éperdue, hors d'elle. Cela dura un long moment. Je la serrai dans mes bras comme une enfant sans mots, sans bruit. Puis, vaincue par le sommeil, son corps s'assoupit dans mon étreinte. Je la laissai glisser, défaite, d'une beauté poignante et lumineuse sur le lit éclairé par les premières lueurs du jour. Je regagnai moi-même ma couche, troublée et confuse du témoignage de confiance de Saba. Sa vie et la mienne prenaient un tour commun. Vivre un amour unique et devoir se sacrifier aux usages de sa fonction. Contraintes toutes deux par un ordre suprême, décrété par qui? En tout cas, qui devait exister pour nous, avec tout le poids de la convention qui nous écrasait. Je m'endormis moi aussi d'un sommeil lourd et égaré, parcouru par ces pensées de nos vies scellées, de nos amours muselés, goût âpre et amer dans la bouche et la tête. Saba et Salomon s'aimaient,
Ce voyage, entamé par nécessité économique et politique, s'avérait également sur le plan privé une réussite et une rencontre capitale. Je ne m'étais pas trompée. Le renom de puissance et de sagesse de Salomon avait aiguillonné ma reine vers celui qui avait eu le pouvoir de la nommer et la reconnaître femme, reine de son cœur. Et maintenant, elle vivait les instants suspendus de son délice, d'autant plus poignant qu'elle savait déjà qu'il n'y aurait pas d'après, de retrouvailles possibles. Mon âme pleurait avec celle de Saba. Je savais, comprenais ce qu'elle pouvait éprouver. Chaque nuit durant une semaine, Salomon et Saba se retrouvèrent dans les appartements de la reine. Chaque nuit, une aura de bonheur rayonnait autour de la chambre nuptiale comme une vibration d'amour lumineux qui tenait tout le monde en respect. Personne ne pénétra dans le Saint des Saints. Et je crois que nul serviteur ne fut requis ni au service du roi, ni au service de la reine. Le secret de leur rencontre, ils l'ont emporté avec eux. Je n'ai pas eu d'autres informations de la part de Saba sur ces nuits-là.